Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous sommes ici avec le Dr Gordon Hahn, auteur prolifique et expert des relations entre la Russie et les États-Unis, ainsi que du Caucase. Merci d'être venu dans l'émission. J'ai lu l'un de vos articles sur les folies suicidaires de l'Europe, et j'ai pensé que ce serait un bon point de départ pour notre discussion. Merci de m'avoir invité. Alors, je ressens cela. Enfin, je ressens le même sentiment chaque fois que je voyage à travers le monde. Il y a une certaine confusion quant à la direction que prend l'Europe ces temps-ci. Parce que, on me demande toujours, pourquoi vous, les Européens, intensifiez-vous une guerre et boycottez-vous la diplomatie alors que vous perdez cette guerre et risquez une guerre nucléaire? Dans le domaine économique également, c'est la même question. Pourquoi ces politiques économiques étranges qui sapent la puissance économique du continent? Et aussi, pourquoi les dirigeants européens ne voient-ils pas qu'une crise de légitimité politique est en train de croître? Il y a très peu de corrections de trajectoire. Je dis souvent que je comprends ce que font les Ukrainiens, les Russes, les Américains, mais les Européens, c'est un peu une énigme. Alors je me suis dit oui, si vous pouviez exposer les idées de votre article et expliquer pourquoi vous qualifiez le comportement de l'Europe de suicidaire. Oui, en gros, l'article, à mon avis, met peut-être trop l'accent sur cette idée. D'un côté, je pense qu'il est juste de dire que ces gens sont en quelque sorte narcissiques et gâtés dans une certaine mesure, et qu'ils sont aussi coupés de la population générale. Mais un autre aspect, selon moi, c'est qu'ils sont fortement idéologisés. En d'autres termes, ce sont en quelque sorte des idéalistes radicaux. Ils ne sont pas vraiment, au sens propre, des réalistes. Et si l'on définit les réalistes de la manière dont John Mearsheimer en parle avec éloquence, et dont toi aussi tu en parles souvent avec éloquence, on parle d'une approche réaliste de la politique internationale. Une approche dans laquelle on reconnaît que le conflit est inhérent au système, parce que c'est un système anarchique. Il n'existe aucun processus de gouvernance suprême, et il y a donc un élément, comme John Mearsheimer le souligne toujours, d'une situation tragique. Un état permanent de conflit dans lequel un dilemme de sécurité, qu'il s'agisse de grandes puissances ou d'États, est toujours sur le point de se produire ou non. Ces personnes ne fonctionnent pas selon cette hypothèse. Elles agissent selon une hypothèse idéologique, en tant qu'idéalistes, dans laquelle elles croient, surtout lorsqu'il s'agit de l'Europe, que l'Union européenne est la manifestation du rêve démocratique, de l'espérance démocratique, qui mènerait à une sorte de paix perpétuelle dans le monde. Donc, vous avez toute cette idée de la paix démocratique, n'est-ce pas? Selon laquelle les États démocratiques n'entrent pas en conflit les uns avec les autres. Les États démocratiques n'entrent en conflit qu'avec des États autoritaires. Et bien sûr, c'est la faute des autoritaires. Ce n'est jamais la faute des États démocratiques ou républicains. Je devrais souligner d'ailleurs que je n'aime pas utiliser le mot « démocratique » parce que les démocraties n'existent pas vraiment, peut-être dans quelques cantons en Suisse. En général, nous parlons de république. Cela conduit donc à une sorte de démagogie et à une idée qui est, en quelque sorte, une idée bolchevique, n'est-ce pas? On pourrait appeler cela le républicanisme bolchevique, où ces personnes sont prêtes à utiliser tous les moyens pour atteindre leur objectif de construire un monde républicain, qu'elles considèrent comme un résultat inévitable, tôt ou tard. En matière de politique, ce qui est étrange, c'est qu'il existe de nombreuses contradictions. Certaines de ces contradictions sont intégrées à la structure de l'Union européenne, non seulement à cause du caractère impraticable de ces idéologues, mais aussi du fait qu'il existe une sorte de souveraineté partagée. C'est un peu comme l'idée du plurinationalisme dans l'identité nationale, n'est-ce pas? Ainsi, si vous êtes quelqu'un qui vit,
je ne sais pas, en Bavière, vous vous identifiez, vous vous auto-identifiez comme Bavarois, Allemand et Européen. Eh bien, le même problème se pose dans l'Union européenne en ce qui concerne la souveraineté, n'est-ce pas? Les dirigeants et les États partagent une souveraineté divisée, en partie avec l'Union européenne et en partie avec leur propre État national. Et au fil du temps, surtout à l'ère des mondialistes, la souveraineté de l'État a été sacrifiée au profit de la souveraineté de l'Europe, de l'UMIE. Cela engendre donc toutes sortes de contradictions dans les politiques, n'est-ce pas? D'un côté, et l'OTAN d'ailleurs il faut le souligner, joue un rôle crucial. On observe toutes sortes d'étranges contradictions. Par exemple, la France continue d'acheter du pétrole à la Russie et d'importer du gaz naturel. Elle achète le pétrole par l'intermédiaire de l'Inde et de la Turquie. Elle s'est tournée vers le gaz naturel liquéfié américain autant que possible. Mais cela se fait au prix de tarifs plus élevés pour le gaz et le pétrole que l'Inde et la Turquie revendent avec une marge. Ainsi, en même temps, vous subissez ce choc économique, tout en menaçant simultanément la Russie. D'un côté, vous financez, dans une certaine mesure certes, l'Europe a réduit d'environ 90% ses achats d'énergie russe, mais il reste encore un peu d'argent qui y est consacré. Et dans le même temps, les Français sont en quelque sorte à l'avant-garde des menaces d'escalade et prennent même de petites mesures vers une escalade dangereuse. Par exemple, lorsqu'ils ont arraisonné l'un des navires censés transporter du pétrole, l'un de ces navires dits de la flotte obscure ou flotte fantôme, ils ont également évoqué l'envoi de troupes. Macron s'est montré très proactif dans la formation de la coalition des volontaires, et il a parlé d'envoyer des troupes dans le cadre d'une garantie de sécurité. Un général français a récemment déclaré qu'ils étaient déjà prêts à le faire. Le SVR russe, le service de renseignement extérieur, affirme qu'il y a déjà des troupes françaises à Odessa. Et plus récemment, il y a environ une semaine, ils ont déclaré qu'environ 2000 soldats, principalement latino-américains, de la Légion étrangère française, s'entraînaient en Pologne, prêts à être déployés, peut-être à Odessa, ou dans le cadre du plan de garantie de sécurité, qui n'a pas encore été mis en œuvre. On se retrouve donc face à une contradiction. D'un côté, on finance les Russes, et de l'autre, on est prêt, en apparence, à entrer en guerre contre eux. Un autre sujet lié à cette idée de souveraineté divisée est la question soulevée concernant la saisie des avoirs russes gelés, 300 milliards d'euros d'actifs russes, et leur utilisation pour contribuer au financement de l'aide à l'Ukraine. Et cela s'est heurté à, c'était en quelque sorte un plan de l'UMERD, et cela s'est heurté à la Belgique. C'est l'intérêt de l'État-nation belge, où Euroclear, qui détient tout ou partie de ces fonds, est basé. Et s'il devait y avoir une confiscation de ces actifs, quel qu'en soit le prétexte, que ce soit par un prêt, une garantie, des euro-obligations ou autre, en cas de procès, Euroclear pourrait clairement en pâtir, et ça aurait dire pergin sur l'ennemi belge. Et donc, le Premier ministre belge est sorti en disant, eh bien, vous savez, nous sommes tout à fait heureux de faire partie de la coalition des volontaires, mais nous voulons aussi faire partie de la coalition des payeurs. Ils ne veulent pas être les seuls à payer la facture de ce problème si un procès survient et qu'ils finissent par le perdre. Donc encore une fois, on retrouve cette contradiction entre la souveraineté des États, la souveraineté européenne et les objectifs de l'OTAN. Essentiellement, infliger une défaite stratégique à la Russie, quoi qu'il en coûte, afin de pouvoir continuer à étendre l'OTAN. C'est tout l'objectif de l'OTAN face à la Russie. C'est pourquoi j'appelle cela la guerre OTAN-Russie-Ukraine. Ce n'est pas tant une guerre ukrainienne qu'une guerre entre l'OTAN et la Russie.
Je pense que tu avais tout à fait raison à propos de l'idéologie et du narcissisme. Mais on peut en quelque sorte comprendre la raison derrière cela. Car encore une fois, le récit du projet européen a vraiment façonné la pensée des élites politiques. Après la Seconde Guerre mondiale, après des siècles durant lesquels les Européens se sont entretués dans de grandes guerres, ils ont soudainement formé la communauté européenne du charbon et de l'acier, afin de créer de la transparence et une coopération économique pour instaurer la paix, transcendant en quelque sorte l'histoire elle-même. C'est ce type de récit. Pour la première fois, les Européens sont capables de véritablement travailler ensemble. Et puis, bien sûr, après la guerre froide, cette mission devait s'étendre non seulement à l'Europe élargie, mais aussi au monde entier. L'idée que l'expérience européenne devait être partagée à l'échelle mondiale, avec la conviction sincère que l'Europe détenait désormais la formule secrète pour transformer le monde. L'Union européenne elle-même était presque perçue comme l'incarnation de la thèse de Francis Fukuyama sur la fin de l'histoire. C'était donc en quelque sorte la prédiction, la logique et l'image de soi que partageaient les élites européennes. Ce sont là des théories très séduisantes. C'est pour la même raison qu'en sciences politiques, on observe souvent une préférence pour les théories libérales chez les dirigeants politiques, parce qu'il est plus attrayant de penser qu'on peut transformer le monde plutôt que d'accepter que certains problèmes ne peuvent pas être dépassés. Et pour les universitaires, nous avons vu non seulement à la fin des années 1990, mais aussi tout au long des années 2000, que les principales discussions autour de l'Europe portaient sur les questions suivantes. L'UPEM est-elle une puissance normative qui transforme le monde par ses normes? Est-elle une puissance civile, une puissance éthique, ou doit-on plutôt la définir comme une puissance morale? Nous avons, vous savez, une quantité considérable d'articles et d'ouvrages que les étudiants doivent lire et étudier, tous organisés plus ou moins autour de la question « Qu'est-ce qui rend l'Europe si unique et si grande? Comment avons-nous, en quelque sorte, réparé l'histoire ?» Ainsi, lorsque cette bulle commence à éclater et que l'on se rend compte qu'une grande partie de tout cela n'était pas vraiment réalisée, il est normal, je suppose, que les élites se retirent un peu du grand public, là où les réalités du monde s'imposent réellement, et se replient plutôt sur Bruxelles, où elles continuent de faire comme si le projet était toujours en cours. Et en effet, la Russie est considérée comme la principale menace pour ce projet. Même les débats sur le conflit que nous avons avec la Russie à un niveau normal semblent saper le récit sur lequel l'UICM s'est fondé. C'est donc presque existentiel pour eux de continuer à faire l'autruche. Je ne sais pas, je trouve cela assez extraordinaire. Parce que vous savez, on pourrait dire qu'il existe deux façons différentes, enfin je ne veux pas simplifier à l'excès, mais deux grandes manières de voir cette guerre en Ukraine. La première est l'argument que l'UMM préfère, que les Russes sont simplement expansionnistes, qu'ils veulent restaurer l'Union soviétique. Et pour empêcher cela, l'URSS se voyant investi d'une immense mission historique visant à changer le monde, il nous revient, en Europe, d'armer l'Ukraine, de faire en sorte que le coût soit trop élevé et de garantir que la Russie ne puisse pas s'en tirer. Et cela a aussi un certain sens. Vous voulez augmenter le rapport entre les coûts et les bénéfices de tout opportunisme militaire. Mais il existe une deuxième théorie, que, comme vous l'avez suggéré, des personnes comme Mearsheimer et d'autres réalistes ont avancé. Elle repose sur une montagne de preuves, selon lesquelles la Russie craint l'expansion de l'OTAN. Elle n'en a pas seulement peur, elle la considère comme une menace existentielle, ce qui explique son intervention en Ukraine. Maintenant, si cela est vrai, toute escalade militaire ne fera qu'entraîner une nouvelle escalade du côté russe, et le résultat ne sera pas la paix.
Ce sera la destruction complète de l'Ukraine et peut-être une guerre nucléaire avec les pays de l'OTAN. Donc, vous savez, j'ai tendance à pencher pour la deuxième hypothèse. Non, je ne fais pas que pencher, je suis très convaincu que c'est la seconde. Mais je peux admettre que je pourrais me tromper. Cependant, ce qui est extraordinaire en Europe, c'est qu'il est totalement impossible d'avoir quoi que ce soit qui ressemble à une discussion. Soit vous adhérez à la première théorie, soit vous êtes avec les Russes, vous êtes un poutiniste. Et je ne suis pas sûr que cela s'inscrive dans les idéaux constructivistes de l'UMR, où l'on pense que le discours façonne la réalité sociale. Autrement dit, si vous dites que les Russes ont une peur légitime, vous risquez de légitimer leurs actions et de délégitimer toute la politique de l'UMR, ainsi que le projet européen dans son ensemble. Vous êtes donc, en somme, un traître. Peu importe que ce soit vrai ou non, ou que vous ayez raison. Le simple fait de défendre cette idée crée une réalité sociale qui sape le projet européen. C'est un casse-tête très difficile à résoudre en Europe, car si l'on n'a pas le droit de parler de ces questions, quiconque les remet en cause est un traître. Où peuvent-ils aller? Il n'y a pas de correction de trajectoire. Bref, désolé, c'était un commentaire très long, mais... Je pense que tu as tout à fait raison. Et l'ironie de la situation, c'est que d'un côté, il se consacre à ce projet de diffusion du républicanisme à travers le monde, la liberté d'expression et toutes ces autres valeurs. Mais soit dit en passant, en Europe, la liberté d'expression n'a jamais vraiment été, disons, constitutionnalisée dans de nombreux pays. Et maintenant, pendant cette guerre, elle subit en réalité un sérieux revers dans de nombreux pays européens. Donc, il y a cette ironie, n'est-ce pas? D'un côté, l'Europe a un grand projet de diffusion du républicanisme à travers le monde, aux côtés des États-Unis. Et d'un autre côté, pour atteindre cet objectif, ils écrasent la liberté d'expression. Les éléments d'une république qui sont si essentiels à un système républicain. Et en même temps, ils ignorent la dévolution, si l'on peut dire, de l'Ukraine qui passe d'un système républicain faible à un système autoritaire faible. Et ça doit être dissimulé. Et encore une fois, on en revient à ce dont tu parlais. Il est interdit d'en parler. On ne commencera à en discuter que lorsque les gens se prépareront à abandonner l'Ukraine et Zelensky. Nous avons vu cela se produire au cours du dernier mois environ, surtout la semaine dernière. Nous découvrons donc que finalement cet idéalisme n'est pas si idéaliste, n'est-ce pas? En réalité, ils étaient prêts à sacrifier leurs idéaux afin d'atteindre ces objectifs. Bien sûr, nous avons un problème bien plus important, n'est-ce pas? Il s'agit d'essayer de déterminer dans quelle mesure les idéaux, c'est-à-dire l'idéal du républicanisme, influencent réellement les choses. Parce que bien sûr, en élargissant l'OTAN, on élargit aussi la sphère dans laquelle le complexe militaro-industriel occidental peut vendre ses armes, mener d'autres types d'affaires et retirer des marchés à la Russie. Ainsi, en fait, il existe une sorte de tension dans tout le système. Et c'est cela qui éclate au grand jour. La réalité du réalisme se manifeste dans le processus même de mise en œuvre de tout cela, n'est-ce pas? Parce que vous voyez les Belges résister au risque de compromettre Euroclear, les Français financer les Russes tout en les combattant, tout en appelant en même temps à une escalade contre eux. Tout cela est donc très obscur. Et on se demande, vous savez, j'ai du mal à discerner ce qui joue le rôle le plus important. Est-ce l'idéologie ou les facteurs économiques qui motivent cela? L'expansion de l'OTAN, par exemple. C'est évidemment une sorte de combinaison. Mais leur tentative de nier que le réalisme existe réellement les a amenés à se heurter au réalisme dans un autre pays où l'idéalisme vient de mourir. Et ce pays, c'est la Russie, n'est-ce pas? In another country where idealism just died, and that's Russia, right? The idea, so a single-minded devotion to
Ainsi, une dévotion exclusive au réalisme, une idéologie particulière, a disparu en Russie, et ils sont devenus en quelque sorte des hyper-réalistes. On pourrait même dire dans certains cas des réalistes plutôt cyniques, mais des réalistes tout de même. Et ils ont veillé à être très prudents quant à la présence de l'alliance militaire la plus puissante du monde le long de leurs frontières occidentales. Et ce n'est pas seulement une question de réalisme d'ailleurs. J'aimerais ajouter, en complément de l'approche réaliste de Mearsheimer, que vous savez, les Russes observent la Chine. La Chine, si on l'examine à travers le prisme du réalisme, a tendance à se concentrer davantage sur les capacités que sur les intentions, dans une certaine mesure. Ainsi, si l'on considère la Chine, ses capacités en matière de puissance militaire, de puissance économique, et ainsi de suite, elle est probablement en train d'atteindre, voire de dépasser celle de l'Europe. Peut-être pas celle de l'OTAN, puisque cela inclut les États-Unis, mais elle s'approche certainement de ce niveau de puissance, et elle le fera au cours des prochaines décennies. Il existe donc une raison réaliste pour que les Russes soient un peu méfiants. Mais en réalité, on ne constate pas tant de méfiance que cela, si tant est que ce mot existe. Et je pense qu'une des raisons est qu'il n'y a pas une longue histoire de conflit avec la Chine qui aurait créé au sein de la culture politique et stratégique russe le type de profonde méfiance qu'ils prouvent envers l'Occident. Donc, vous savez, même à l'apogée de la Russie, la perestroïka, les accords de contrôle des armements, et même après la perestroïka, sous Eltsine, il y avait même des discussions sur une éventuelle adhésion de la Russie à l'OTAN. Mais une grande partie de la population est toujours restée très méfiante à ce sujet, en raison de ce que j'appelle la culture de la vigilance sécuritaire. Et cela renforce en quelque sorte l'élément réaliste. Si l'on combine ces deux aspects, la préoccupation réaliste concernant la position géostratégique d'avoir l'OTAN le long des frontières, et le schéma historique des menaces envers la Russie provenant de l'Ouest, l'Ukraine devient ici un élément crucial, n'est-ce pas? Car on peut observer les trois moments clés de l'histoire russe sur lesquels ils ont tendance à se concentrer en termes de menaces russes éternelles. Peut-être pourriez-vous envisager la menace occidentale sous cet angle. Vous savez, l'invasion soutenue par les Polonais pendant la Smuta, le temps des troubles, au début du XVIIe siècle. Puis bien sûr, à l'époque d'Hitler, n'est-ce pas? Car l'une de ses principales routes d'invasion passait par l'Ukraine. L'une se dirigeait vers Saint-Pétersbourg, une autre vers Moscou et une autre vers Kiev. L'invasion polonaise de la Smuta est également passée par Kiev, et le faux Dmitri, qui dirigeait une petite armée organisée par les Polonais, a rassemblé des forces en remontant à travers l'Ukraine et en entrant dans la Russie proprement dite, en direction de Moscou. Il a recruté des bandes cosaques et criminelles, ainsi que quelques patriotes russes qui croyaient qu'il était le successeur légitime au trône. Et puis, l'autre événement clé est l'invasion napoléonienne, qui est passée par ce qui est aujourd'hui la Biélorussie, à côté de l'Ukraine, et sur laquelle l'Occident s'est également concentré en tentant de fomenter les révolutions de couleur. Ainsi, tous ces épisodes de l'histoire, vous savez, si vous allez en Russie, chaque fois que vous regardez la télévision russe sur Internet, que vous assistez à un ballet russe ou à un opéra russe, vous rencontrerez constamment ce thème du Smuta et de la menace militaire émanant de l'Ouest. Et cela s'est également répercuté sur la politique intérieure, car en même temps, il existait une menace militaire extérieure. Cela s'est souvent accompagné tout au long de l'histoire russe d'efforts des puissances occidentales pour influencer la Russie, la façonner, la saper, que ce soit au XVIIIe siècle, lorsque les puissances occidentales s'alliaient à des éléments à l'intérieur du palais d'hiver pour manœuvrer et influencer les luttes de succession,
ou lorsque les Allemands finançaient Lénine et d'autres révolutionnaires avant la Révolution, puis dans les mois précédant le coup d'État bolchevique, ou encore lorsque le Vatican, du moins sur le plan moral, et certainement à un niveau inférieur, celui de l'Église catholique en Pologne, recueillait des fonds pour soutenir l'armée du faux Dmitri qui entra en Russie par l'Ukraine. Cela a conduit à une sorte de culture de vigilance sécuritaire à l'intérieur du pays. This has led to a sort of having a security vigilance culture inside the country. And so when relations with the West are bad, ainsi, lorsque les relations avec l'Occident se détériorent, il y a une tendance à durcir le régime intérieur. Ce qui se produit souvent, et nous l'avons encore vu dans les années 90 et 2000, c'est que d'un côté, nous essayons de promouvoir un régime plus libéral en Russie, et cela devient un objectif majeur. Cela est lié à tout ce projet européen dont nous parlons, consistant à diffuser le républicanisme à travers le monde. Mais en même temps, nous allons trop loin et prenons des mesures militaires ou géopolitiques comme l'élargissement de l'OTAN. Cela déclenche immédiatement un signal d'alarme en Russie quant au risque de troubles intérieurs fomentés par l'Occident. On assiste donc à ce processus circulaire où la Russie s'éloigne de l'Occident, puis s'en rapproche à nouveau. Une forme de démocratisation, de libéralisation, de républicanisation, quel que soit le terme employé, commence alors à se produire. Mais ensuite, les éléments en Occident s'en servent soit pour tirer parti de la Russie, soit pour prendre des mesures qui menacent militairement ou géopolitiquement la sécurité nationale ou les intérêts nationaux russes. Et alors un conflit éclate et il se referme en quelque sorte. Ils reviennent à l'état autoritaire ou autocratique d'origine, quel que soit le terme que l'on veuille employer selon l'époque. Et tout le processus recommence. Nous avons traversé 3 ou 4 cycles de ce genre, et cela tend à se répéter. Il est clair qu'il y a ici un problème entre, et une grande partie de cela est liée à, et bien sûr, de l'autre côté de la médaille, il y a une sorte d'effet culturel de tout cela en Occident. Et c'est fondamentalement une forme de russophobie culturelle. L'idée que les Russes sont incapables de démocratie lorsque celle-ci échoue, lorsque la libéralisation échoue ou lorsqu'il y a un conflit. L'argument devient alors, les Russes sont culturellement incapables de démocratie, ils sont intrinsèquement autoritaires, c'est dans leur gène. Par conséquent, nous devons ériger un mur et nous protéger contre l'ours russe qui, à tout moment, pourrait venir tenter de répandre sa vision autoritaire. Et c'est en quelque sorte un effet de miroir. Au lieu que les Européens de l'Ouest cherchent à imposer la démocratie et le libéralisme à la Russie, ce seraient en réalité les Russes qui seraient, soi-disant, sur le point d'exploser pour répandre un régime autoritaire et prendre le contrôle de l'Occident. C'est donc, en vérité, une sorte de miroir absurde. Et c'est le résultat, une sorte de position de repli, une position par défaut. Si vous ne pouvez pas, ou si vous ne voulez pas, reconnaître que la Russie a des intérêts nationaux légitimes, quel que soit le type de régime qu'elle est, autoritaire ou libéral, elle aura toujours ses propres intérêts nationaux. Et en raison de l'histoire, et même simplement pour des raisons militaires pratiques, elle ne voudra pas qu'une grande alliance militaire s'étende le long de sa frontière occidentale. Je crois que c'est George Shultz qui a dit un jour, dans une formulation réaliste classique, que les pays fondent leur sécurité et leur politique étrangère non pas sur les intentions, mais sur les capacités. Ainsi, l'Occident pouvait, comme il l'a fait tout au long du processus d'élargissement de l'OTAN, dire « Eh bien, nous ne visons pas la Russie ». Il cherchait simplement à étendre la sphère démocratique et à intégrer d'autres pays appartenant à l'Occident dans l'architecture de sécurité politique et économique occidentale, et ainsi de suite. Et cela n'a rien à voir avec la Russie, rien à voir avec le fait de viser la Russie. Donc la Russie ne devrait ressentir aucune menace à ce sujet. Mais c'est insensé, clairement absurde.
Vous savez, je disais autrefois à mes étudiants il y a 15 ou 20 ans, quand j'enseignais aux États-Unis, imaginez simplement s'il y avait une armée, si la Russie, si l'Union soviétique ou la Russie sans l'Union soviétique avait gagné la guerre froide. Et ils avaient en quelque sorte formé une alliance en Amérique latine, une alliance de sécurité en Amérique latine, et peut-être même en Europe, et la Russie et les États-Unis ne faisaient pas partie de cette alliance de sécurité. Et puis il y a eu un coup d'État au Canada. Oh, je veux dire en Ukraine, enfin au Canada, n'est-ce pas? Et il y a eu un coup d'État au Canada qui a porté au pouvoir des Canadiens francophones qui n'aimaient pas les anglophones, n'est-ce pas? Quelle aurait été la réaction du gouvernement des États-Unis? Il y aurait eu 200 000 soldats à Ottawa en 2 semaines. Voilà quelle aurait été la réaction. Alors je ne comprends pas pourquoi les gens sérieusement, vous savez, on croise des gens comme ça. Eh bien, encore une fois, c'est une expression classique. Je l'ai lu. Je crois que c'était un tweet ou peut-être une vidéo où Michael McFaul, l'ancien ambassadeur des États-Unis à Moscou et conseiller à la sécurité nationale d'Obama, a fait cette déclaration. Ce n'est pas nouveau, il l'a répété de très nombreuses fois, mais il la réaffirmait, que Poutine n'a pas peur et qu'il personnalise toujours les choses. C'est Poutine, pas la Russie. Eh bien, si l'on ne parle que de Poutine, on peut ignorer tous ces facteurs historiques et culturels qu'il connaît très mal, car il ne les prend pas au sérieux, ainsi que les facteurs géostratégiques et politiques, et se concentrer uniquement sur la personnalité. L'idée, c'est que si Poutine n'était pas un type aussi mauvais, nous n'aurions pas ces problèmes. Mais en réalité, Poutine a peur, non pas de l'expansion de l'OTAN, mais de la démocratie. Et cela ignore complètement le fait que la Russie entretient de très bonnes relations avec l'Inde, la plus grande démocratie du monde. L'Inde est membre des BRICS et a été très proche de la Russie ces dernières années. La Russie entretient également de bonnes relations avec la Hongrie, car celle-ci n'est pas fortement impliquée dans cette guerre, ainsi que de meilleures relations avec la Slovaquie. Elle a de bonnes relations avec la Serbie, car ces pays, bien qu'ils soient membres de l'OTAN et des États démocratiques, ne sont pas profondément engagés dans la guerre OTAN-Russie-Ukraine. C'est donc une sorte de mythe de dire que les Russes ne peuvent pas s'entendre avec les pays démocratiques. Ce avec quoi ils ne peuvent pas s'entendre, c'est la présence d'une grande alliance militaire le long de leurs frontières occidentales. C'est cela qu'ils ne peuvent pas accepter. On peut inclure la Mongolie dans cette catégorie, car elle se démocratise plutôt bien, et c'est un pays enclavé entre la Chine et la Russie. Ainsi, selon cette idéologie qui est la nôtre, les Chinois et les Russes détesteraient la démocratie et la craindraient au point de vouloir l'écraser. Mais ni les Chinois ni les Russes ne semblent se soucier le moins du monde des réformes démocratiques qui s'y déroulent. Donc, encore une fois, je pense que la variable secrète dont nous ne pouvons pas parler, peut-être le plus grand problème, c'est l'OTAN, le plus grand bloc militaire, qui pourrait en être l'une des conséquences. Mais je pense que cela renvoie aussi à ce que vous disiez au départ sur l'auto-illusion. Si nous définissons l'OTAN comme une force du bien, cela devient la condition pour que l'hégémonie soit perçue comme bénéfique pour tous, celle d'un hégémon bienveillant. Donc, l'OTAN est une force du bien. Même dans les années 2000 et au-delà, l'idée même que la Russie puisse craindre l'OTAN, eh bien, c'est absurde. Évidemment, nous sommes une force du bien. Nous apportons simplement de la stabilité le long de ses frontières. Mais l'OTAN a toujours eu cette mission très étrange, consistant à faire 2 choses à la fois. D'un côté, elle voyait sa mission comme une dissuasion envers la Russie. En même temps, elle devait rassurer la Russie en lui disant que l'OTAN n'était pas là contre elle. Et parfois, on pouvait voir cet équilibre entrer en conflit en temps réel.
Dans les années 1990, nous avions des débats plus honnêtes sur les conséquences de l'élargissement de l'OTAN avant que la décision ne soit prise. Mais une fois que les discussions sur l'élargissement ont commencé, l'argument est devenu que ce n'était pas vraiment une menace pour la Russie. C'était un bloc pacifique, libéral et démocratique, le rêve de Fukuyama. Mais en même temps, si la question était posée, eh bien, et si cela aliénait la Russie et provoquait le chaos, renforçant les forces nationalistes? Alors on avait des gens comme Madeleine Albright qui disaient, eh bien, dans ce cas, l'OTAN est là. Nous avons la Russie plus ou moins encerclée. Donc, on veut avoir le beurre et l'argent du beurre. L'OTAN n'est pas dirigée contre la Russie. Rien à craindre. Mais si quelque chose se produit, alors nous avons l'OTAN, la police d'assurance, prête à repartir contre la Russie. Et vous savez, quelle que soit la position que l'on adopte sur la guerre en Ukraine, il faut bien reconnaître certaines des préoccupations passées de la Russie, car nous avions dit que l'OTAN ne serait jamais utilisée contre elle. Et pourtant, nous mettons maintenant tout ce que nous avons dans cette guerre pour pousser à la défaite stratégique de la Russie. Bien sûr, oui, on peut dire que la Russie n'aurait pas dû envahir l'Ukraine. D'accord. Mais malgré tout, l'OTAN reste présente dans la compétition sécuritaire. On a maintenant un bloc militaire immense, et pourtant, personne ne reconnaît vraiment que cela pouvait être une source d'inquiétude. Oui, à propos de ce que vous disiez sur l'Europe qui croit avoir transcendé son histoire, je trouve cela intéressant, car vous avez évoqué une partie de cette histoire. Et pour les Russes, ils l'aperçoivent très différemment. J'ai l'impression qu'ils ressentent un sens beaucoup plus fort de la continuité historique. C'est-à-dire que, si l'on regarde l'Ukraine, par exemple, lorsque les Allemands étaient en guerre contre les Russes pendant la Première Guerre mondiale, ils y ont mis fin avec le traité de Brest-Litovsk. Et en Allemagne, cela avait été présenté comme une manière de libérer les Slaves de l'Est de la domination russe. Mais non, je suppose que pratiquement tous les historiens s'accorderaient à dire qu'il s'agissait en réalité d'un prétexte, non pas pour les libérer de la Russie, mais pour remplacer la domination russe par la domination allemande. Et donc, encore une fois, c'était pendant la Première Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on a vu le même renouveau du même discours. Nous allons libérer les peuples des mains russes. Mais là encore, cela revenait à les placer sous la domination allemande. Et on a vu pour la troisième fois, à partir de 2013 et 2014, la même idée. Nous sommes là pour aider l'Ukraine pour la libérer de la domination russe. Et tous ces faits ont été ignorés, comme le fait que la majorité ne voulait pas de coup d'État, alors que les Ukrainiens eux-mêmes proposaient en 2013 « Faisons un accord trilatéral ». Ainsi, nous ne serons pas dominés par la Russie, mais nous aurons un pied dans les deux camps. Non, l'UE member a été très explicite. Il faut être sous l'autorité de l'UE member. Donc, je ne sais pas. Je ne le vois tout simplement pas. Je peux comprendre les inquiétudes russes quant à la raison pour laquelle ils n'adhèrent pas à cette idée selon laquelle nous essayons simplement d'aider l'Ukraine. Je pense qu'il y a maintenant beaucoup de preuves. En effet, si vous écoutez les responsables de l'OTAN aujourd'hui, ainsi que ceux de l'UE-Member, ils considèrent les Ukrainiens essentiellement comme un grand bouclier. S'ils peuvent les faire entrer dans l'orbite de l'OTAN, sous contrôle occidental, alors ils peuvent être utilisés contre la Russie. Donc je ne sais pas, je pense que la continuité historique est assez évidente. Mais comment expliquer la réticence à s'engager dans la diplomatie avec les Russes aujourd'hui? Parce que c'est un peu une rupture avec l'Union européenne. Si l'on va au cœur de l'identité de l'UE-Member, l'idée principale était, vous savez, de ne pas envoyer d'armes à des pays en guerre. Et aussi, vous savez, la première chose à faire lorsqu'il y a un conflit, n'importe où dans le monde, selon la logique de l'UE-Member, c'est au moins de s'asseoir et de commencer à discuter. C'est la première étape
vers la résolution de tout conflit. Mais cette fois-ci, le chef de la politique étrangère de Louis Rower, enfin l'ancien Borrell, a dit que cela se résoudrait sur le champ de bataille. Et depuis 3 ans et demi, nous avons plus ou moins boycotté la diplomatie. Comment voyez-vous cela s'inscrire dans, ou que dit cela de, la logique de l'Union Bauer? Il y a aussi beaucoup d'ironie ici, car fondamentalement, cela reflète, à mon avis, la perte de souveraineté en Europe, la subordination de l'Europe aux intérêts des États-Unis. Les États-Unis sont prêts à aller plus loin dans la politique du bord du gouffre, jusqu'à un certain point, parce qu'ils sont plus éloignés de la ligne de front, pour ainsi dire. Dans ce cas, nous avons une véritable ligne de front dans la guerre en Ukraine. Mais en général, entre l'Europe et l'OTAN, les alquiloires to un pays non membre de l'Utailing, il y a là une certaine ironie. D'un côté, ils renoncent à leur souveraineté pour se subordonner aux États-Unis. De l'autre, ils abandonnent à nouveau leur souveraineté. Les États-nations de l'Utomébeir et de l'OTAN la cèdent à ces grandes organisations internationales censées représenter la soi-disant communauté démocratique. Mais en même temps, ces organisations sont profondément divisées. Vous savez, il suffit de regarder les dépenses de défense. Selon le principe de l'OTAN, chacun est censé consacrer 2% de son PIB aux questions militaires. Si vous regardez les 6 plus gros dépensiers, il s'agit de la Pologne, des États baltes, de la Finlande, puis de la Grèce. Vous savez, 5 d'entre eux partagent une frontière avec la Russie. Donc on peut comprendre qu'ils aient un intérêt d'ordre réaliste à respecter cette norme. Ce sont les seuls à dépenser plus de 2%. L'autre, la Grèce, dépense cet argent simplement pour se protéger de la Turquie et pour rendre plus probable une action au titre de l'article 5 si quelque chose se produisait à Chypre. Donc encore une fois, être plus proche de la frontière, c'est une manifestation d'une pensée réaliste, n'est-ce pas? Again, you see, being closer to the border is a manifestation of realist thinking, right? The closer we are to the Russian border and the potential threat. Plus nous sommes proches de la frontière russe et de la menace potentielle, plus nous sommes prêts à faire des sacrifices financiers pour renforcer l'OTAN face à tout problème futur. En revanche, les États-Unis sont une grande puissance lointaine et ils n'ont pas vraiment besoin de... Enfin, vous savez, quand les choses se corsent, la question éternelle demeure. Washington sera-t-il prêt à risquer New York pour protéger Varsovie, pour protéger Riga, pour protéger Tallinn? C'est donc encore une fois un calcul très complexe qui pourrait ne pas bien fonctionner. Et donc en substance, ce qui s'est passé ici, c'est que tout le monde, les États-Unis et l'Europe, au lieu d'agir comme des puissances réalistes, se sont laissés piéger par leur propre illusion, leur propre démagogie sur la démocratisation. Ils ont ainsi offert l'Ukraine en quelque sorte comme un agneau sacrificiel, n'est-ce pas? Ils ont poussé l'Ukraine dans les bras de l'ours russe en organisant un coup d'État, puis après ce coup, en soutenant la guerre civile de Kiev contre le Donbass, majoritairement russophone. Ensuite, ils ont utilisé les accords de Minsk comme une sorte de couverture pour se réarmer, installant 14 centres de la CIA le long des frontières avec la Russie, puis en permettant aux Ukrainiens de déplacer des troupes près de la frontière russe, en refusant de discuter de l'idée d'y stationner des missiles de croisière, en refusant de s'engager à ne pas en déployer en Ukraine. Toutes ces choses ont essentiellement provoqué les Russes. Et c'est bien sûr la raison pour laquelle on entend sans cesse cette répétition, ce mantra dans les médias occidentaux. Chaque fois qu'ils mentionnent la guerre, ils parlent de la guerre non provoquée de Poutine. La guerre non provoquée de Poutine. C'est répété sans cesse, parce qu'en réalité, ces médias savent que la guerre a été provoquée. Donc, pour dissimuler cela, ils doivent continuer à parler de cette guerre non provoquée. L'autre aspect ici, c'est qu'avec l'expansion de l'OTAN toujours plus loin,
plus près des frontières russes, des pays ayant eu par le passé des conflits avec la Russie, se retrouvent à nouveau impliqués, peu importe à qui revient la faute, n'est-ce pas? La Pologne a eu des conflits avec la Russie. Il y a eu 4 partages de la Pologne. Ce qu'on oublie souvent quand on parle de la Russie partageant la Pologne, c'est que d'autres puissances européennes ont participé à ces partages. L'Autriche, la Hongrie et ainsi de suite. Donc ce n'était pas seulement une opération russe. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont également des raisons de se méfier de la puissance russe. La Finlande un peu moins, car elle semble avoir surmonté cette question, même pendant la guerre froide. Une fois que ces pays sont devenus membres de l'OTAN, les 4 États baltes et la Pologne avant la guerre en Ukraine, la Finlande après la guerre en Ukraine, ainsi que la Suède, ils ont eu tendance à alimenter cet élément russophobe qui existe en Allemagne de l'Ouest, bien qu'il reste parfois plus souterrain là-bas qu'en Europe de l'Est. Ainsi, ils ont tendance à faire pencher la balance en faveur d'une plus grande russophobie au sein de l'UBEB et de l'OTAN, ce qui a également contribué à provoquer ce conflit. Et maintenant, on voit cette dynamique atteindre son apogée avec Kaja Kallas en tant que ministre des Affaires étrangères de l'UBEB, entre autres choses. C'est donc, encore une fois, une situation très conflictuelle qui ne peut être résolue qu'en prenant en compte les intérêts de tous les pays, y compris ceux de l'autre camp. À ce stade, l'Occident est tout simplement complètement réticent à le faire, et cela tient en partie à la dégradation de la démocratie dans notre propre arrière-cour. Oui, mais quand même, je pense qu'aux États-Unis, il y a un peu plus de pragmatisme, car je peux comprendre qu'ils saisissent la position américaine. C'est-à-dire qu'à partir de 2014, on a vu cette décision se mettre en place. Utilisons les Ukrainiens pour affaiblir la Russie. Comme tu l'as dit, et cela a été confirmé par le New York Times et d'autres médias, dès le premier jour après le coup d'État, la CIA a établi un partenariat avec les services de renseignement ukrainiens pour les utiliser comme un outil contre la Russie. Ils ont même dû reconstruire ces services à partir de zéro, étant donné que les agences de renseignement ukrainiennes avaient auparavant travaillé avec la Russie et lui étaient en fait favorables. Il était donc très évident que c'était l'objectif dès le premier jour, bien avant que la Russie n'intervienne de quelque manière que ce soit. Et c'est aussi pour cette raison que les États-Unis se sont opposés à la mise en œuvre des accords de Minsk, parce que le but n'était pas de mettre fin au conflit, mais de renforcer un proxy ukrainien et de maintenir les hostilités. Et vous savez, cela a été confirmé par de nombreux dirigeants américains également, de Romney à Keith Kellogg. Mais malgré tout, on observe ce pragmatisme américain. Lorsque le pari est perdu, ou que la guerre est perdue, on voit un certain ajustement à la réalité, c'est-à-dire transférer à la fois la responsabilité et les conséquences aux Européens, pour prendre plus de distance. Et encore une fois, Trump se présente comme un artisan de la paix, qui n'a simplement pas réussi à accomplir sa mission. Donc vous savez, c'est assez rationnel. Je peux comprendre pourquoi ils adoptent cette approche. J'aurais probablement conseillé la même chose, dans l'optique de se distancier d'une guerre perdue. Mais en Europe, j'attendais. En voyant la guerre se terminer, je m'attendais à un changement de discours. Arestovitch, l'ancien conseiller de Zelensky, a fait remarquer ceci. Nous avons mené cette immense campagne de propagande pendant si longtemps, mais nous ne pouvons pas faire semblant de continuer à gagner alors que tous les faits s'accumulent. Nous devons commencer à changer le récit dès maintenant pour que le public s'habitue à l'idée que les choses ne vont pas dans ce sens. Mais en Europe, cela ne se produit pas du tout. Nous continuons à tenir le discours selon lequel tout cela était non provoqué. Poutine est toujours Hitler.
La Russie veut toujours restaurer l'Union soviétique. Eh bien, si c'est le récit, si l'adversaire n'a aucun intérêt ni aucune préoccupation légitime et qu'il est simplement le mal incarné, alors il n'est pas possible de parvenir à un compromis. Donc rien n'est fait. Nous allons vraiment couler avec le navire sur ce coup-là, je pense. Il y a eu récemment une interview intéressante, une conférence de presse avec Orban et Trump. Et Orban est assis à côté de Trump et fait remarquer, écoutez, les Européens, d'habitude, ils se contenteraient d'envoyer une aide humanitaire. C'est Biden qui les a tous excités et poussés à s'engager à combattre la Russie jusqu'au bout. Et vous savez, c'était comme, il faut mettre un terme à tout ça. Donc je pense que c'est tout à fait juste. Je ne sais simplement pas, je ne vois aucune remise en question du côté européen. Et cela n'a absolument aucun sens. J'ai d'ailleurs eu un débat ici en Norvège avec l'ancienne ministre des Affaires étrangères, et elle, vous savez, tout fait qui contredisait le récit officiel était accueilli par des cris « Ah, ça c'est, vous savez, vous avez repris la propagande russe. » Donc si je disais, eh bien, la majorité des Ukrainiens veulent des pourparlers avec la Russie, pourquoi boycottons-nous la diplomatie? Et vous savez, c'est selon Gallup. Mais Gallup ne serait pas une source crédible. Je veux dire, c'est l'une des plus grandes organisations de sondage. C'est américain. Je n'ai jamais entendu personne remettre en question la crédibilité de Gallup. J'ai fait remarquer que même du côté américain, Trump, au moins à 2 reprises, a déclaré que l'OTAN avait provoqué la guerre. Vous pouvez faire une recherche rapide. Vous le trouverez en train d'en parler sur YouTube. Non, il n'a jamais fait un tel commentaire. Tout est faux. Je veux dire, c'est un retrait complet et total de la réalité, juste pour protéger le récit de tout fait dérangeant. C'est assez triste à voir. Oui, juste ma dernière question, cependant. Comment voyez-vous cela en termes de, puisque vous avez mentionné la dépendance envers les États-Unis, à quel point pensez-vous que cela est important pour expliquer une partie de ce que l'on pourrait appeler le déclin, voire le comportement suicidaire des Européens? Car il y a 20 ans, il existait presque une parité entre l'UMR et les États-Unis en matière de puissance économique. Les dirigeants européens parlaient de souveraineté, ou plutôt de souveraineté stratégique et d'indépendance européenne, ce qui, dans le langage de l'UMR, signifiait davantage d'indépendance vis-à-vis des États-Unis. Mais ce que nous observons aujourd'hui, c'est une dépendance et un comportement de vassal, dans une mesure contre laquelle Macron avait mis en garde depuis des années. Comment interprétez-vous cette dépendance dans l'explication de certaines politiques européennes? Eh bien, tout d'abord, je vais revenir sur votre déclaration précédente, car je pense qu'il y a là des points importants à aborder. Je pense qu'il y a un élément d'auto-illusion. Mais cette auto-illusion dépasse les élites. Ils se sont créés un problème politique à l'intérieur de leur propre pays. Ils ont diffusé cette propagande selon laquelle la Russie va conquérir l'Europe, que Poutine veut recréer l'Empire russe. Et maintenant, ça est cru dans certaines parties de la population. D'autres comprennent que c'est dit à des fins politiques, et ils y adhèrent soit parce qu'ils sont politisés, soit pas. Ils ont donc créé en Europe une atmosphère à laquelle ils doivent désormais se conformer. L'autre aspect, c'est qu'ils ont tellement investi, englouti tant d'argent dans ce projet ukrainien, que le perdre risquerait de provoquer leur chute du pouvoir. Ils essayent donc essentiellement d'éviter ce qui s'est passé aux États-Unis. Les Américains, pour d'autres raisons, mais aussi à cause de la guerre en Ukraine, ont voté pour Trump. Et la direction européenne est fondamentalement alignée sur l'administration Biden. Il n'y avait pas de conflit particulier entre eux, ni en matière de politique intérieure, ni de politique étrangère, dans la manière dont l'administration Biden fonctionnait et dont les dirigeants européens fonctionnaient.
Ils considèrent donc Trump comme une sorte d'avertissement, et par conséquent, la paix doit être évitée parce que Trump soutient la paix, et Trump doit être vaincu parce que cela a pour eux des implications intérieures. L'autre problème, je pense, c'est qu'une des raisons pour lesquelles ils sont si attachés à une défense à moindre coût, n'est-ce pas? Grâce à l'OTAN, la plupart des pays que j'ai mentionnés plus tôt ne payent pas les 2%. Les États-Unis assurent la majeure partie de la couverture nucléaire. Et sur cette base, les Européens ont pu s'installer très confortablement et construire de grandes économies et des États à orientation socialiste qui maintiennent la population minimalement satisfaite. Mais maintenant, ce problème est aggravé par le fait qu'ils ont permis à tous ces immigrés d'entrer, ce qui coûte à l'État davantage d'argent pour couvrir certaines dépenses et certains problèmes. Ils ont donc besoin de cela. Ils ont besoin de l'oncle Sam, le grand patron des États-Unis, pour continuer à financer leur défense militaire. Et la seule façon d'y parvenir est de gagner la guerre en Ukraine. Car si la guerre en Ukraine est perdue, il y a un risque que les États-Unis abandonnent définitivement la politique européenne. Et bien sûr, tout cela est à nouveau lié à la défaite de Trump et à la garantie qu'il n'y ait pas de successeur à Trump qui pense comme lui ou comme il pensait autrefois. Il se peut qu'il réfléchisse encore, selon Whitcock, à l'idée qu'il y ait des discussions fermes en cours, donc nous verrons bien. Mais c'est un mélange complexe de, vous savez, dans ce cas, un certain intérêt personnel. Ils vivent au crochet de l'oncle Sam tant que celui-ci le leur permet. D'un autre côté, ils se sont illusionnés eux-mêmes, ainsi que leur propre population, par cette propagande sur la nécessité de répandre le républicanisme à travers le monde et de vaincre ces vilains régimes autoritaires à Moscou, afin que le processus puisse se poursuivre. Encore une fois, c'est une explication multifactorielle de tout cela. Eh bien, merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi aujourd'hui et m'avez-vous vos réflexions. Où les gens peuvent-ils trouver votre travail? Sur mon site, soit sur gordonhan.com, soit sur ma page Substack intitulée Considering Russia and Eurasia, je publie des articles sur divers sujets, de la politique russe et eurasienne à la culture russe, en passant par les relations entre les États-Unis et la Russie, et bien d'autres encore. Eh bien, je laisserai un lien vers cela dans la description. Merci encore, et oui, passez une bonne journée. D'accord. Merci de m'avoir invité. Prends soin de toi, Glenn.